Bonjour, bienvenue pour la 17e capsule d'écologie intégrale de la saison 2022-2023. Aujourd'hui, je vous amène faire un petit tour à la COP 15. En effet, je vais vous raconter ce que j'ai vu à Montréal. Je suis allée passer 2, 3 jours pour au moins faire une petite saucette dans la COP 15, qui est la 15e conférence des Nations unies sur la biodiversité, qui se déroule à Montréal entre les 7 et 19 décembre. Évidemment, quand je dis que je suis allée à la COP 15, je veux dire que j'ai participé à des activités organisées par la société civile. Je n'étais bien évidemment pas une déléguée officielle qui participait aux négociations. Au moment où je prépare cette capsule, la COP 15 approche de la fin et on ne sait pas encore si les négociations sur la biodiversité auront été un succès ou pas et jusqu'à quel point. À vrai dire, ça ne semble pas très bien se passer. Un groupe de pays du Sud réclame, de la part des pays du Nord, un juste financement pour prendre soin de leur nature. Mais il y a beaucoup de résistance du côté des pays riches qui sont, rappelons-le, les responsables de la dégradation autant du climat que de la biodiversité sur la planète. Alors, il faudrait vraiment qu'il y ait des avancées parce que le temps presse. Le 9 décembre, je me suis rendue au Cœur des sciences à l'UQAM, où j'ai tout d'abord écouté une conférence prononcée par M. Baudouin Kutuka Makassi de l'organisme PARED, qui travaille à la protection de la forêt tropicale humide de la République démocratique du Congo. Les massifs forestiers du Congo sont immenses. Ce sont les deuxièmes en étendue après ceux de l'Amazonie, mais ils dépassent désormais ces derniers comme puits de carbone en raison de la déforestation extrême qui a cours en Amazonie. Donc le plus grand poumon forestier de la planète, c'est maintenant les forêts de la RDC. Mais ces forêts-là sont elles aussi menacées, en particulier par l'industrie minière. Cette industrie est parfois légale, mais parfois illégale aussi. Et elle convoite les minéraux qui sont abondants là-bas, des minéraux qui vont servir en particulier à la fabrication de tous nos gadgets électroniques et aux piles électriques qui seront nécessaires à la transition énergétique. Ces entreprises multinationales se fichent, en général, de la biodiversité et des communautés qui vivaient depuis toujours dans les forêts et de la forêt en harmonie avec la nature. M. Makassi a lancé un appel vibrant à la communauté internationale qu'elle protège les humains qui protègent la biodiversité. C'est ce que je vais entendre ensuite à de nombreuses reprises le même jour et le lendemain. Par exemple, c'est ce qu'on dit aussi des membres de tribus indigènes de Volta Grande qui sont dans l'Amazonie brésilienne. Leur mode de vie et parfois même leur vie sont menacés par des projets miniers. Et on nous a parlé d'un projet en particulier qui est promu par une minière canadienne. Si ce projet-là voyait le jour, c'est un projet qui est par la compagnie Bell Olufsen, compagnie incorporée au Canada, ce serait la plus grande mine d'or à ciel ouvert de toute l'histoire du Brésil. Et on nous a expliqué comment un système financier complexe est mis en place pour maximiser le profit sans souci pour les gens qui habitent cette forêt. Le gouvernement canadien est complice de cette situation, là, mais à bien d'autres endroits dans le monde, c'est très documenté, parce qu'il verse des fonds à l'industrie minière, il accorde une oreille attentive aux lobbyistes du secteur minier, et surtout parce qu'il y a des lois et règlements qui sont très laxistes. C'est pas pour rien que les compagnies viennent s'incorporer au Canada. Alors là, il n'y a vraiment pas de quoi être très fier. Le lendemain, le 10 décembre, j'ai entendu parler de situations semblables dans d'autres régions de l'Amazonie, Amazonie péruvienne ou équatorienne. J'ai aussi entendu parler, au cours de ma petite visite à Montréal, des luttes des Inuits, des communautés d'Essipit et de Pessamit au Québec pour protéger leur territoire et le caribou, qui est une espèce
intimement liés à leur culture, à leur spiritualité, à leur vie. Et on le sait que le caribou est très menacé chez nous. J'ai été particulièrement marquée par ce qu'a dit Jennifer Towley Corpus, qui est sur la photo, c'est la deuxième à gauche. Elle est de la notion Igorot des Philippines et elle a expliqué d'une manière vraiment très articulée que même les solutions qui semblent bonnes à première vue, les solutions au changement climatique et aux problèmes de biodiversité, solutions basées sur la nature, des fois ça peut être piégé si on oublie les communautés qui vivent sur les territoires que l'on veut exploiter ou même protéger. Comme elle est déléguée à la COP 15 et va siéger ou a siégé à des tables de négociation, elle veut en profiter pour demander que les peuples indigènes et autochtones cessent d'être invisibles, qu'ils ne soient pas oubliés dans toutes les discussions, négociations et décisions qui vont être prises. Alors, c'est quoi une solution fondée sur la nature? C'est des solutions qui vont emprunter à des façons de faire de la nature ou qui vont utiliser la nature pour solutionner les problèmes. Alors, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce sont donc des actions qui visent à protéger, à gérer de manière durable et à restaurer des écosystèmes naturels pour relever finalement nos défis de société. Mais Madame Corpus a insisté, ça prend des balises. Et la première balise, c'est d'obtenir obligatoirement le consentement libre et éclairé des communautés concernées. Il faut que les communautés soient partie prenante des projets et qu'il y ait aussi des mécanismes prévus pour résoudre les problèmes de droit qui seraient brimés. Partout où j'ai circulé pendant ma petite visite, les personnes de plusieurs nations, peuples, communautés indigènes d'ici et d'ailleurs ont insisté. C'était frappant, ils en ont tous et toutes parlé du lien sacré qui les unit à la terre, de leur vie en harmonie avec la nature depuis des millénaires, de leur culture protectrice du vivant, de leur spiritualité tissée de ces liens intimes avec tous les êtres vivants avec qui ils cohabitent. Ils ont exprimé une grande gratitude envers leurs ancêtres qui ont protégé la nature pour eux et de l'importance de prendre à leur tour un grand soin de l'héritage qu'ils veulent laisser à leurs enfants. Et ils nous ont interpellés, nous qui étions sur place à Montréal, en particulier là, le soir du 10 décembre au Centre Phi dans le vieux Montréal. Ils nous ont interpellés sur l'héritage qu'on veut laisser à nos propres enfants. Est-ce que c'est un monde dévasté qu'on veut laisser derrière nous, ou bien un monde où la vie bonne est encore possible? En d'autres mots, misons-nous l'avenir sur l'illusion d'une croissance éternelle, ou bien sur une sobriété heureuse, une sobriété à laquelle on consent, qui demande de mettre un frein à toute notre convoitise, d'avoir toujours plus, de dépenser toujours plus, de consommer toujours plus. Le samedi après-midi, avec plus de 3000 autres personnes, j'ai participé à la Grande Marche pour le vivant. De nombreux organismes écologiques étaient représentés, des groupes citoyens, des mouvements de toutes sortes, dont celui des Mères au front, dont je suis membre. Au terme de la marche, sous un vent glacial, on a entendu à nouveau des membres de diverses nations autochtones d'ici et d'ailleurs. Ils ont parlé de leur mode de vie, de la protection de leurs territoires ancestraux. Il y avait aussi des délégués de divers organismes environnementaux qui ont pris la parole et je retiens ces mots d'Anne-Céline Guyon qui est de Nature Québec. Voici ce qu'elle a dit. On me demande parfois si je suis optimiste ou pessimiste face à tous les problèmes climatiques et de la biodiversité. Je réponds qu'il n'est plus temps de se poser cette question, mais de toutes et tous devenir activistes. Autrement dit, agissons. Comment pourrions-nous ne pas devenir activistes alors que l'avenir même de l'humanité et des autres vivants est en jeu?
Noël arrive dans quelques jours. Nous sommes invités cette année à vivre ensemble la joie de cette naissance. Puisse cette joie, apportée par un nouveau-né fragile, soutenir en nous, toute l'année, une joyeuse espérance incarnée dans nos choix et nos actions. Je vous souhaite un heureux temps des fêtes.